J'ai toujours pensé que le savoir, c'était vraiment la clé pour une plus grande liberté. L'éducation syndicale, là, c'est très, très important parce que on permet aux gens de se développer. On permet aux gens de prendre la parole. On permet aux gens de réfléchir puis d'agir. Ça fait chauvin, mais c'est super important, l'éducation syndicale à la FTQ. Ça a toujours été un gros dossier puis un gros rassembleur des affiliés. La formation syndicale, pour beaucoup de futurs formateurs ou de gens qui s'impliquent, c'est un moment souvent qui est fondateur. Il faut que je vous raconte ça. Le service d'éducation de la FTQ est né en 1973 et a commencé à faire des sessions de formation de formateurs. Alors, on essayait de développer des façons de travailler qui pouvaient être un peu différentes du cours habituel où un professeur parle et où les participants écoutent. Je pense que ce qui nous animait au tout début du service de l'éducation, c'était de pouvoir rejoindre le plus de monde possible. Alors, c'est vraiment la multiplication des agents de transformation. Pas beaucoup de syndicats avaient une personne responsable d'éducation. Les métallos en avaient une dans la personne de Michel Blondin. La force de Michel, c'est qu'il arrivait de l'Amérique du Sud. Je me suis familiarisé là-bas avec une méthode qu'on appelle les méthodes de Paulo Freire. Paulo Freire, donc éducateur brésilien, qui mettait en évidence la formation par les pairs. On le faisait vraiment dans une approche d'éducation populaire, où les formateurs sont des gens qui viennent de la base. Et surtout, la démarche vise à rendre les gens conscients de leur situation pour les mobiliser politiquement à long terme. La FTQ n'avait pas de service d'éducation préalablement. Et dès que je suis arrivé, Jean-Pierre s'est mis en contact avec moi. Il a dit, tu as un mandat de ton directeur de faire de la formation par les pairs étant les égaux, les gens du même milieu. Est-ce qu'on pourrait faire ça pour l'ensemble de la FTQ? Un matin, après ma douche, j'avais une réunion après ça, il m'est venu l'idée du programme de formation de formateurs qui existe toujours. On part d'une pratique, on l'analyse et on identifie les principes qui sont derrière ça. Et on fait ça avec le groupe pendant une semaine à chaque demi-journée. Et l'apprentissage des gens devient à ce moment-là très, très intégré parce que ça a commencé par une expérience qu'on a décodée avec eux, puis ensuite on a nommé les choses. Des fois, les gens sont réfractaires quand on donne une formation, quand on l'amorce, surtout quand il s'agit de faire des pratiques. Ce que nous, on appelle les pratiques, c'est qu'on met les gens au jeu. On leur demande de faire une partie du cours, puis après, on l'analyse tout le monde ensemble. À tour de rôle, tous les participants passent et comme on analyse, on apprend au fur et à mesure. On sentait bien que lorsque les gens avaient suivi des formations, que ce soit les formations de formateurs, mais également les cours de base, toutes ces formations-là étaient dirigées vers l'action, mais une action de transformation de ton milieu de travail et de la société. Derrière la formation qu'on faisait, il y avait des valeurs importantes qui nous animaient. La première, c'est reconnaître aux gens qui étaient à l'époque très peu scolarisés qu'ils avaient une valeur qui tenait à leur expérience de travailleur, leur expérience de vie. On était, je pense, grandement animés par ça, mais évidemment dans un contexte politique des années 70 où l'État est lui-même en transformation. Le taux de syndicalisation augmente aussi énormément. Il y avait des gens qui étaient hésitants parce qu'ils privilégiaient une formation donnée par des experts qui avaient vraiment de longues études et de longues recherches. Il a fallu vaincre cette résistance-là. Et progressivement, on a écarté les résistances. Moi, je pense à 1977, où il y a eu un congrès où là, on a dit « OK, on a vraiment développé une approche, on l'a testé, ça fonctionne, on y va, on va de l'avant. » Puis là, on dirait qu'il y a eu le vent dans les voiles pour le service création de beaucoup de types de formations. Une fois les cours de base acquis, à mesure que des débats s'amorçaient à la FTQ, comme sur la présence des femmes, sur le développement régional, sur la retraite, on nous demandait à la formation d'élaborer des cours pour supporter ces visions neuves de la FTQ. Moi, j'ai passé 5 ans à l'université, j'ai jamais entendu le mot santé et sécurité à travail. Au niveau des syndicats FTQ, la santé et sécurité, c'était une préoccupation. On revendiquait des droits, on revendiquait la possibilité d'intervenir pour changer nos milieux de travail. Après quelques années, là, au niveau de mon syndicat local, j'ai eu le goût d'aller plus loin parce qu'on a vécu une grosse accident de travail qu'il y a eu chez nous, dont il y a eu un mort, qui était mon beau-frère, et 7 personnes blessées.
Suite à ça, j'ai dit, ces choses-là, il ne faut plus que ça arrive. Donc, j'ai eu comme une piqûre d'aller former du monde pour s'occuper de leur santé et sécurité et de leurs conditions de travail. Après 16 ans de travail à la mine, j'ai parti de la mine pour venir travailler à la FTQ. La FTQ a été créée pour être, en fait, le porte-voix de syndicats industriels ou de syndicats de métiers. On est directement en contact avec les syndicats affiliés. On est en appui à eux pour leur propre programme d'éducation. On avait vraiment des gens qui participaient dans nos formations qui venaient de tout horizon, de tout milieu de travail. On rencontre beaucoup de monde sur le terrain aussi. On forme les formateurs, on développe des cours. Alors là, tu te retrouves dans une classe, tu connais pas les gens, mais tu as un point commun. Puis là, ça permet un échange. Un échange. Moi, je fais ça comme ça dans ma section locale. Moi, je fais ça. OK. Puis là, tu prends conscience de comment tu fonctionnes, toi. Puis en plus, c'est jamais comme ça qu'on a appris dans la vie. On a toujours appris en se faisant dire comment faire les choses, comment on devrait penser, alors que nous, on fait le contraire. On les met au jeu, on les fait pratiquer, ou on les fait parler, on les fait discuter ensemble pour partir de leur connu puis aller vers l'inconnu, vers les nouvelles connaissances, vers les nouvelles compétences. T'es plus à l'école, là. C'est plus le maître à l'avant qui t'envoie, qui te shoot, qui te shoot un paquet d'affaires, puis là, t'en retiens le quart parce que ça va trop vite. C'est l'échange avec les pairs, l'échange d'expérience, puis là, tu te sens mieux. Tu te sens mieux dans ta classe, tu te sens pas étranger dans le groupe. Fait que ça surprend parfois les gens, ça les met mal à l'aise. Mais en général, ils embarquent bien après ça, puis ils sont contents. Ils voient la différence. Je suis sorti de là, je voulais tout changer. Là. Je voulais tout changer dans ma section locale sur les façons de faire la trésorerie. Là. Le cours se terminait toujours par les actions qui vont suivre quand je vais retourner chez moi. Et on prévenait les gens d'y aller modestement en disant « Vous n'arrivez pas avec les réponses toutes faites. Vous allez travailler avec le monde comme on a fait avec vous autres et vous allez faire les démarches qu'il faut pour permettre d'enrichir votre pratique syndicale. » En 1982, 81-82, il y a eu une récession qui a énormément frappé les milieux de travail, dont les métallos. On a perdu des milliers de membres. C'était une période très difficile. C'est une crise socio-économique. Moi, là, j'ai vécu dans l'est de Montréal la fermeture des industries lourdes. Dans le sud-ouest de Montréal, c'était la même chose. De telle sorte qu'on se retrouvait avec un taux de chômage inimaginable. Les taux de chômage officiels de 14 %, des taux d'intérêt dans les 20 %. Donc, la question de l'emploi, du plein emploi était à l'ordre du jour. Quand le fonds a été créé, la formation des travailleurs à l'économie était fondamentale. Je dirais même que c'était incontournable. C'est même dans la loi constitutive du fonds. On a collaboré pour faire la formation en entreprise et voir comment les méthodes qu'on essaie de développer en milieu syndical pouvaient être prises, pas pour faire de la formation syndicale, hein, le fonds ne fait pas de formation syndicale, bien sûr, mais faire de la formation en entreprise, en économie. Quand il est venu le moment de développer nos formations en développement socio-économique régional, on a fait appel dans les premières années à plusieurs personnes du Fonds de solidarité qui avaient des expertises très particulières sur l'analyse d'un bilan financier qui nous était nécessaire dans certaines parties de nos cours. De fil en aiguille, là, on comprend l'importance. Ils ont développé, on s'entend, une expertise assez importante de l'analyse financière. Et là, on leur demandait, en fait, de joindre à nous et de mixer les deux forces. Ce qu'on voulait faire, c'est créer de la formation économique qui pouvait vulgariser auprès des militants et militantes, auprès des personnes impliquées syndicalement, pour qu'ils comprennent beaucoup mieux leur entreprise et qu'ils puissent analyser, en fait. Quand on donnait une formation de négociation de convention collective, on faisait des jeux de rôle, on demandait aux participants de monter un cahier de demande, puis après ça, de négocier, là, c'est quoi l'exercice du rapport de force. Donc, ça, t'as pas ça à l'université. Puis ça a donné une espèce de coup de barre à la formation syndicale aussi, parce qu'avec le service de formation économique au Fonds de solidarité, ici, avec notre service d'éducation, le maillage entre les deux organisations, ça a fait en sorte que ça a changé la dynamique des relations de travail dans certains milieux, parce que là, on a commencé à comprendre comment marchait l'entreprise. Avant, on revendiquait, puis on faisait peut-être des conflits, puis l'entreprise n'était pas en mesure de suivre. Là, on comprend comment fonctionne l'entreprise.
Ça nous a peut-être aidé aussi à faire des conflits, à améliorer notre rapport de force parce qu'on a su comprendre comment fonctionnait une entreprise, comment lire un bilan. Les gens qui veulent savoir c'est quoi un régime de retraite, un régime d'assurance collective, le développement local régional, ils sont à la bonne place à FTQ. On a le Fonds de solidarité qui a été créé, puis une des missions du fonds, c'est de parfaire les connaissances, l'éducation des gens en ce qui a trait à l'économie, puis la formation économique joue un rôle important. Les années 90, il y a eu tellement d'affaires qui se sont passées, que ce soit au niveau des relations patronales syndicales, que ce soit les coupures de subventions. Avant, les cours ne coûtaient pas très cher à cause justement de ces subventions-là et à cause de la perte de ces subventions-là. Ben là, fallait donner des cours, mais là, tout le monde réalisait un peu comme le coût que pouvait avoir une formation. Je dirais qu'également, le membership change. Le profil de nos membres, plus éduqués qu'auparavant. Aussi, il y a les travailleurs immigrants qui sont de plus en plus présents. Bon, bref, beaucoup de changements tout en même temps. Et donc, la question, c'est est-ce que le service d'éducation répond encore à la demande? Alors, ça a été l'occasion de rencontrer les affiliés, de rencontrer des formateurs. Il y avait vraiment un esprit d'effervescence à ce moment-là. On entamait le processus d'une consultation des syndicats affiliés sur le rôle de chacun à la FTQ, c'est-à-dire le rôle du service d'éducation, mais le rôle aussi des services d'éducation des syndicats affiliés. Ça nous a permis, même si on en ressentait énormément d'anxiété, finalement, ça a été une bonne chose parce que ça a permis de réasseoir l'approche de la FTQ, de la confirmer. Il est arrivé par la suite Esther Desilets. Esther a comme contextualisé ce qu'on faisait depuis 25 ans, 30 ans. Mais plus que ça, je dirais, elle a mis des mots sur nos intuitions. Elle arrivait avec des concepts. Ça faisait des années que c'était exprimé de cette manière-là. J'ai appris plus tard que c'était plutôt elle qui avait amené, en fait, la redéfinition ou le renouveau de la méthode pédagogique à la FTQ. Elle a mis sur pied des perfectionnements pédagogiques pour les formateurs et les formatrices. Et ça a été, pour plusieurs, une révélation d'une méthode qui faisait un peu trop mécaniquement. Je disais tantôt, elle a mis des mots sur nos intuitions, mais je dirais qu'elle a également remis de l'intuition, qui était probablement une des premières pistes aussi de Michel Blondin, remis de l'intuition dans notre façon de faire la formation. Avec les années, on a eu besoin de toucher à plus de sujets. Entre autres, avec la participation du Fonds de solidarité, on a créé un collège. Ah, le collège. C'est une maudite belle formation intensive qui est donnée sur maintenant 5 semaines. Ça a déjà été plus long. C'est vraiment une formation intense où on regarde la réalité économique, où on regarde la réalité du monde du travail, de l'implication syndicale, de la militance syndicale. Où là, on veut former les prochains leaders syndicaux dans les différents affiliés de la FTQ. Donc, on veut que ces gens-là aient une vue macro, là, tant dans le domaine économique, évidemment dans le domaine social, les lois du travail, comment on fait pour faire passer notre message, comment on fait pour être des acteurs incontournables dans la société québécoise. Au point de départ, on a travaillé beaucoup sur la mondialisation, qui était le débat de l'époque. Parce qu'il faut se rappeler l'environnement. L'environnement de la fin des années 90, avec la mondialisation, une époque où on se posait la question sur comment les syndicats vont-ils réussir à passer à travers ça quand la production était délocalisée, puis qu'il y avait une pression à la baisse sur les salaires, une pression aussi sur la précarisation du travail, puis ça s'est pas arrêté là. Alors, on se disait, est-ce qu'on a les capacités actuelles chez nos permanents, chez nos dirigeants, pour faire face à ça? Il faut comprendre ce mouvement-là, puis voir comment on peut développer des stratégies là-dedans. Il fallait faire face à ça, il fallait se trouver une façon de réagir par rapport à l'employeur, au capital qui prenait beaucoup d'espace, puis le mouvement syndical était un peu écrasé par ça. Alors, c'est pour ça que le collège a été mis sur pied. C'est pour faire face à cette mondialisation devant laquelle on était vraiment, on se sentait impuissant, puis on voulait développer notre force.
J'ai toujours pensé que le savoir, c'était vraiment la clé pour une plus grande liberté. Tu sais, quand tu as l'accès au savoir, tu peux faire des choix différents. Tu peux devenir un agent de transformation, quelqu'un qui peut s'impliquer énormément dans sa communauté parce que tu commences à avoir des clés. Ce serait quoi une FTQ sans service de l'éducation? Je pense que ce serait une FTQ moins forte. C'est que ça a mobilisé des gens pour développer cette action syndicale qui œuvre en santé-sécurité, sur la condition féminine, sur le programme de délégué social, de délégué syndical, sur la négociation collective. Moi, je pense que le service d'éducation de la FTQ a fait une job merveilleuse à tous les niveaux. Tous ceux et celles qui ont travaillé au service d'éducation et ceux et celles qui sont encore là, moi, je pense que c'est une grande nécessité. C'est ce qui sert aujourd'hui à développer les travailleurs et les travailleuses, surtout de se faire respecter. Pas perdre sa vie à la gagner, mais la gagner sa vie tout en se faisant respecter. Cette façon de faire confiance dans les travailleurs et les travailleuses, dans les milieux de travail, et de dire laissez-vous pas culpabiliser. C'est pas vous qui êtes responsable des problèmes, c'est l'organisation du travail et on va vous équiper pour régler des problèmes. Donc on se met en situation de régler. Je pense que le défi, c'est ça. Hein? Pour moi, en tout cas, là, ça a été d'être capable de maintenir l'approche. Avec la pandémie, le fait que les gens se sont retrouvés en ligne, il y a eu un enjeu important là, qui s'est joué sur la conservation de l'approche expérientielle. Cette pandémie-là, ce que ça l'a mis en lumière, c'est la grande capacité d'adaptation et de résilience de la formation syndicale et du service d'éducation. Ça nous a obligés à réfléchir sur comment on pouvait donner de la formation syndicale dans un contexte où on n'est plus en salle. On a dû s'adapter à la pandémie, faire de la formation en ligne, où on a développé des moyens de faire avec notre approche, mais c'est vraiment plus compliqué, vraiment plus long. Ça ramène encore l'idée pour l'avenir que la formation syndicale telle qu'on la pratique depuis 50 ans est toujours mobilisante dans un contexte où on arrive à se voir, on arrive à échanger ensemble. C'est sûr qu'on va faire encore des choses en ligne. Mais c'est sûr qu'il faut revenir en personne pour remettre au devant que le syndicalisme, ça se fait en personne. Ça se fait pas dans un bureau. Et que ça se fait en gang, surtout. Ce qui va être important, c'est de s'adapter ou trouver une façon de parler un peu différemment aux prochaines générations. On le voit, ma génération parle pas de la même façon que la plus jeune génération, là, les jeunes adultes. Là. Par rapport à l'avenir, moi, je suis convaincu que l'équipe de formation saura trouver l'adaptation de ces méthodes-là aux défis actuels et bâtir les outils que ça prend pour la relève qui va être en poste plus tard. Le plus grand défi que j'ai toujours eu, quand je fais de la formation, est-ce que 5 ans plus tard, les gens vont être sur les bonnes pistes pour se développer et avoir une action syndicale efficace? Et je leur souhaite ça encore. Puis le mouvement évolue pas toujours en douceur, il évolue par des petites révolutions internes. C'est un mouvement vivant qu'on alimente avec l'éducation. Puis c'est ça le sens de l'éducation. Le meilleur de chacun, puis vers le meilleur. Et puis là, ça va faire des débats. Puis on est un milieu démocratique. Moi, c'est une expérience très positive, la formation syndicale à la FTQ. Si j'avais un souhait, là, c'est de la rendre accessible à plus de monde. Je dis à plus de monde parce que la formation syndicale, elle est accessible à des élus, à des délégués syndicaux, c'est important. Mais si on pouvait la rendre aussi accessible à des membres, je pense qu'on ferait des petits avec ça, puis on ferait connaître davantage les bienfaits de notre organisation, de nos organisations syndicales, puis du mouvement syndical au Québec. Je pense que l'éducation, on est beaucoup là pour des prises de conscience avec le monde, puis les réflexions sur à quoi ça sert le syndicat encore en 2022. C'est toutes des rencontres, des animations de groupes de personnes, puis je pense qu'on a une place importante aussi pour travailler là-dessus. Continuer à faire ce lien, pas juste entre les syndicats affiliés à la FTQ, mais je dirais avec d'autres mondes aussi, avec des alliés. Avoir une certaine ouverture, parce qu'il faut de plus en plus avoir une vision du monde qui s'incarne dans des alliances, parce que le monde du travail se transforme, parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas syndiqués et difficilement syndicables même. Alors, continuer, prendre un pas de recul, faire des alliances, s'élargir, continuer à former des gens brillants, intelligents, dédiés.
c'est la grâce que je nous souhaite. La responsabilité du mouvement syndical, c'est de s'assurer, évidemment, que leurs membres ont des bonnes conditions de travail. Ça, c'est la mission première. Mais ça va tellement au-delà de ça. C'est de s'assurer que c'est des citoyens qui ont un mot à dire. Ma volonté profonde, c'est de m'assurer que les gens qui vont venir nous remplacer vont toujours être les gardiens de cette approche-là. Mon sentiment de responsabilité est ça, de transfert, en fait, de cette histoire-là vers une génération nouvelle qui vont prendre notre place d'ici les 10 prochaines années, là.